Ce soir, c'est aussi une soirée particulière dans la ligne de cœur, comme tous les soirs, parce que on vous appelle aussi, quelquefois on lance un coup de fil, vous le savez, le 058 236 70 70, c'est vous qui l'utilisez, mais parfois nous, une fois par soir, on l'utilise aussi. Et là, on va appeler Mary ou Marie Wenker. Je ne sais pas comment vous préférez que je vous appelle Marie ou Mary. Bonsoir. Bonsoir, Marie, c'est tout bien. Mary, c'est tout bien. Marie Wenker, on vous connaît un peu dans le milieu de la lutte pour les plus défavorisés depuis des années. Hein. Vous avez vécu en Suisse, aux États-Unis, et vous êtes entre la Suisse et la Grèce en ce moment depuis, si je calcule bien, 4 ans maintenant, comme intervenante, comme militante, on va dire ça comme ça, si vous me permettez cette expression, pour venir en aide à ceux qui se retrouvent après une traversée. Et on la connaît, cette traversée. Tout à l'heure, on a eu le témoignage de Mouna qui avait fait, elle, il y a quelques années, depuis l'Érythrée, la traversée. Une traversée qui les amène sur les côtes de la Grèce ou des îles grecques. Pourquoi cet engagement, Marie ? J'ai toujours été concernée par la situation des personnes migrantes. J'ai beaucoup travaillé dans le canton de Fribourg où j'habite dans ce domaine-là. Mon fils étant un peu plus âgé, je me suis dit que c'était le moment de pouvoir partir. Et puis c'est ce qui m'a amené il y a 4 ans et demi effectivement à venir pour la première fois ici à Chios. Et vous êtes en ce moment à Chios, Marie, pour... Alors je suis là, oui, je suis à Chios. Donc rappelez-nous. Je rentre demain. D'accord. Rappelez-nous Chios. Chios, c'est un des 3 hotspots. Donc il y a Chios, Lesbos et Samos qui sont à quelques kilomètres des côtes turques où arrivaient les réfugiés parce qu'il n'y en a plus beaucoup étant donné qu'ils sont nombreux à être poussés en eau turque. C'est là qu'ils déposent leur demande d'asile que leurs procédures sont engagées. Mais il y a encore 2 îles dont on ne parle pas souvent, c'est Kos et Leros, où il y a aussi des camps de réfugiés. C'est pas des hotspots, mais c'est aussi des endroits où des réfugiés sont coincés, vivent dans des camps, dans des conditions indicibles. On en parle moins de ces 2 îles parce qu'il n'y a pas d'associations qui sont sur place. Donc il n'y a pas de moyen non plus d'avoir des échos parce que les informations qu'on a, c'est clair que c'est pas les informations officielles. On a des relais dans les camps, des réfugiés avec qui qu'on côtoie depuis un moment, qui nous informent, qui envoient des vidéos, etc. Et puis sur Samos, Kos et Chios et Lesbos, on peut quand même entrer dans les camps. Je veux dire, ces camps, c'est le camp officiel, c'est les camps qui sont barricadés avec un nombre défini de personnes susceptibles d'être accueillies. Et comme ça déborde de partout, ça déborde dans les champs, ils appellent ça la jungle, ou la savane, ça dépend de l'origine des réfugiés. Et dans ces endroits-là, on peut y aller. Donc là, à Chios, par exemple, ces derniers jours, je me suis un petit peu... je me suis mise avec une collègue qui fait du nettoyage dans la jungle avec les sacs à ordures, ramasser les bouteilles pleines d'urine, les déchets, etc., pour essayer de rendre cet endroit un peu plus vivable. Vous êtes l'auteur d'un livre, Écho de la mer Égée, voix de réfugiés, paru aux éditions L'Harmattan avec une préface de Jean de Sigler. Dans ce livre, vous racontez des bouts d'histoire de celles et de ceux que vous rencontrez. C'est émouvant, parfois on a les larmes, parfois on est révolté, on sent toute l'injustice. Pourquoi est-ce que le message de ce que vivent tous ces gens que vous côtoyez au quotidien passe si mal ici en Europe ? Je crois qu'en Europe, comme ici en Grèce, les gens abordent les réfugiés sous un angle un peu stéréotypé. Ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de partager une tranche de vie ou ne serait-ce que de partager un café, de s'intéresser à leur vécu. J'ai rencontré aujourd'hui une personne en allant au camp, une employée grecque qui me disait « mais ces gens, on les aborde par leur numéro de dossier, on leur donne même plus de prénom ». Donc moi, ça me paraissait, pour moi, c'était important. Bon, j'ai eu ce besoin d'écrire parce que ça fait partie de moi, de poser les émotions par l'écriture. Et puis, je trouvais que c'était important de pouvoir permettre à des personnes chez nous ou ailleurs d'accéder à cette partie cachée qui se dévoile pas forcément aisément. C'est clair que c'est pas devant un juriste ou devant un enseignant comme ça qui nous aborde dans un contexte peut-être un peu glacial qu'on va commencer à partager son histoire. Les histoires que j'ai racontées, ces tranches de vie, c'est des tranches de vie vécues par des réfugiés que j'ai eu le privilège de côtoyer de près ici à Chios ces quelques dernières années, mais ça aurait pu être Mouna aussi, ou ça pourrait être quelqu'un qui arriverait dans 10 ans, ou ça pourrait être quelqu'un qui est en Italie. Je veux dire, c'est des vécus qui sont partagés par la majorité des personnes requérantes d'asile ou réfugiés. Vous dites privilège, c'est important de le souligner ce mot. Privilège de rencontrer.
Oui, parce que je pense que quand on nous accorde la confiance, c'est important. Ici, je fais aussi beaucoup de séances de relaxation. Et chaque fois que je fais une séance de relaxation, je trouve que c'est aussi un privilège d'être en face de personnes qui me font confiance, qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses, parce que c'est très éloigné des cultures qu'on rencontre ici, et puis qui sont d'accord de s'abandonner un bout, quoi. Quand on confie un bout de son histoire, on s'abandonne un bout. Puis je trouve que c'est un privilège que de pouvoir accueillir ça. C'est un privilège, mais comment vous faites pour supporter tout ça? Parce que dans ce que vous partagez avec nous dans ce livre, il y a des moments qui sont d'une violence inouïe par rapport au vécu des gens, le vécu avant d'arriver, le vécu en arrivant, et puis le vécu avec cette prise de conscience que on vit encore pire que ce qu'on a vécu quand on est parti. Comment vous supportez tout ça? Je crois que bon, il y a plusieurs choses. Il y a le regard et puis cette reconnaissance de pouvoir être reconnu comme être humain, de pouvoir partager quelque chose comme être humain, qui vaut tout ce qui est difficile à supporter, parce que c'est vrai que c'est difficile à supporter. Je veux dire, ça m'arrive de pleurer dans l'avion quand je repars. Quand je suis ici, ça va, parce que c'est au taquet comme ça. Oui, oui. Et puis bon, je prends aussi soin de moi. Je veux dire, je fais aussi mes propres relaxations. Quand je suis en Suisse, j'ai mon cabinet d'hypnose et de coaching, donc j'en profite aussi. J'ai ma psy chez qui je vais aussi déverser tout ça, parce que je pense que le travail des bénévoles, ça implique aussi, je trouve, d'être suivi, supervisé, débriefé, parce que ça se digère pas comme ça, tout ce qu'on vit ici. Bien qu'il y ait, et vous le dites dans votre livre, bénévoles et bénévoles, hein, il y a ceux qui viennent juste faire un petit boulot comme ça pendant leurs vacances, et puis il y a les bénévoles qui sont sur le terrain comme vous et qui s'acharnent malgré le contre-courant, parce qu'il y a quand même un contre-courant, même dans les hôpitaux, dans les centres de santé en Grèce, la façon dont vous décrivez les choses, la façon dont les réfugiés sont traités, c'est catastrophique, souvent. Mais je pense que même pour des personnes qui peuvent venir 3 semaines, je veux dire, on est tous, on vit pas les choses de la même façon. Et puis je pense que quand on dit le besoin de supervision ou de débriefer des bénévoles, ça vaut que pour les personnes qui sont là-bas sur le terrain depuis longtemps. Je l'entends ici dans certaines équipes. Pour moi, c'est pas valable, parce qu'on peut être ici 2 semaines, avoir vécu un épisode qui réveille aussi quelque chose en nous. Hein. On est tous, on réagit aussi en fonction de son histoire. Donc je pense qu'on peut être pseudo-abîmé, même en restant ici peu de temps. Il y a dans les portraits que vous faites, que ce soit de la fille aux cheveux ras, d'Omar au Ballon d'Or, de Boris qui malheureusement est décédé, et d'autres aussi, il y a quand même des petits espaces d'espoir. C'est aussi ce que vous ressentez, ou là on est complètement dans un état de désespoir en ce moment? Non, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Il y en a quand même qui ont réussi à s'en sortir, qui ont trouvé un petit boulot. Je veux dire, c'est des personnes avec qui je suis toujours en contact. Donc il y a toujours des nouvelles. La jeune fille aux cheveux ras, elle a trouvé un boulot à Athènes. Omar, il a réussi finalement à aller en Allemagne où il va déposer une demande d'asile, bien qu'ayant obtenu l'asile ici, mais en espérant que, vu son handicap et le manque de soins dont il a été l'objet ici en Grèce, lui permettront peut-être d'être accueilli différemment. Il faut quand même voir des espoirs, mais je pense qu'on remet aussi les choses à comment dire ça? On apprend aussi à restreindre un petit peu ses attentes et puis à essayer de se satisfaire de choses qui peuvent paraître un peu insignifiantes. Enfin, je trouve que ça nous fait recentrer les valeurs, et je pense que pour eux, c'est pareil, quoi. Quand vous nous racontez... Après, il y a aussi oui, pardon. Allez-y. Oui, allez-y. Il y en a aussi, bien sûr, qui vivent des situations qui les amènent à faire des décompensations psychiques et qui sont un peu perdus. Et comme il n'y a pas de soins, bon, en Suisse non plus, hein, je veux dire, dans le domaine de l'asile, il n'y a pas beaucoup non plus de prise en charge psychologique. Tout le monde aurait besoin d'une prise en charge psychologique. Après avoir vécu le vécu que ces personnes ont, on n'est pas très bon non plus. Hein, je veux dire, c'est pas qu'en Grèce qu'on s'occupe pas forcément de la santé mentale de ces personnes. Vous racontez avec beaucoup d'émotion le petit Farid que vous êtes allé voir tous les jours pendant les quelques 3 semaines de votre séjour sur place. À un moment donné, au début il se cachait derrière sa maman, puis vous avez réussi à faire le lien avec le jeu du Uno avec lui. Ce sont des moments comme ça qui doivent vous donner, un sens à votre engagement, non?
aussi, d'autant plus que je l'ai retrouvé en Bosnie une année après. Oui, vous racontez ça aussi. Ils sont partis, ouais. Et il s'est précipité vers vous avec le Uno parce qu'il voulait absolument jouer avec le Uno, oui, et cornet. Mais je pense que ça laisse... je pense que quand on est en lien comme ça, et je suis de loin pas la seule à le faire, mais ça laisse aussi pour eux de l'espoir dans une forme d'humanité. Parce que je pense que c'est cette déshumanisation puissante qu'ils vivent en arrivant dans des pays comme la Grèce. De n'être plus qu'un numéro, de ne pas pouvoir partager un café avec quelqu'un, de ne pas pouvoir inviter quelqu'un à manger ou partager. Je veux dire, ouais, je pense que c'est ça, c'est de se dire, finalement, on croise sur son chemin des personnes qui nous font croire que c'est encore possible. Il y a plusieurs histoires, dont le danseur du Cameroun, dont la fille aux cheveux ras que j'exprimais tout à l'heure, où il y a des différences comme l'homosexualité qui sont objets dans le pays d'origine d'une forte persécution, même de meurtre. Là, on le voit avec une des deux histoires. Ici, c'est pas non plus totalement évident pour ces personnes. Non, c'est pas évident, ça l'est nulle part d'ailleurs. Mais mon fils, je trouve que c'est pas encore facile. Ouais. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'ils réalisent que le dire va pas les mettre en péril et puis que ne pas le dire peut leur faire échapper au droit d'asile. Ouais. Mais en plus, les deux personnes dont on parle là sont originaires du continent africain et il y a quand même, en Grèce en tout cas, une discrimination par rapport aux personnes de couleur. Donc, ils cumulent un petit peu les arguments, les raisons de discrimination. Mary, on vous garde encore quelques instants. Vous avez choisi un titre, vous nous avez demandé si on pouvait diffuser un titre. On a pu retrouver le titre de Bachar Mar Khalife. Qu'est-ce qui représente pour vous ce titre ? C'est un réfugié syrien qui me l'avait fait découvrir. Et puis c'est une forme de prière, d'appel à l'aide, sauvez-moi. Je trouve, alors moi je ne comprends pas l'arabe bien sûr, mais je trouve que dans la chanson et dans le ton, ça exprime beaucoup de choses. On va l'écouter pour vous retrouver. Je pense que c'est un peu l'appel de tous ces gens qui sont ici. D'accord, on l'écoute. Restez avec nous. لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك يا رب Mary, merci beaucoup d'être venue ce soir. Écho de la mer Égée, voix de réfugiés, préface de Jean de Sigler, aux éditions de l'Harmattan, à découvrir absolument. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, on rit parfois aussi, on pleure. Merci de tout ce que vous faites, de cette lutte que vous menez, de ce combat, de cette résistance. Et puis, accrochez-vous, continuez. À bientôt, j'espère, dans la ligne de cœur.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Jean-Marc. Juste encore un mot peut-être, juste qu'il nous reste une toute petite minute, mais j'avais envie de vous demander, la situation sur place là, à l'heure qu'il est, maintenant, c'est froid, les gens vivent comment dans le camp, mais dans le hotspot, mais aussi à l'extérieur. C'est des conditions qui doivent être très difficiles ou? Alors, les conditions, hier, le camp a été mis en quarantaine, donc c'est très difficile. D'accord. Ok. Ouais. Ouais, Pas drôle. avec le Covid, c'est devenu de plus en plus compliqué aussi pour les camps et tout. Donc, rappelez-nous le nom de votre association aussi. Quelqu'un me pose la question par SMS au 939. Choose Humanity. Sur Internet, on est choosehumanity.ch. En un mot, on a aussi notre page Facebook. Une page qu'on retrouvera sur la nôtre, bien évidemment. Merci infiniment, Mary Wencker. Écrivez, continuez à écrire, continuez à témoigner. Vous avez envie d'écrire un deuxième, peut-être, prochainement? Oui, il y a déjà des projets. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Merci. Au revoir. Bonne nuit, Merci au revoir. infiniment.